bonjour à tous chers étudiants et chères étudiantes. Aujourd'hui on va parler des synthèses énergétiques. Alors comme vous le savez, nous vous avons demandé de poster des synthèses et de discuter entre vous sur les forums de ces synthèses euh, pour le code énergétique chapitre par chapitre. Vous n'êtes pas énormément à avoir joué le jeu, je vous encourage à le faire. Un tout grand merci à Elias Malendas qui vous sauve un peu, hein. C'est la seule synthèse qu'on a vue pour le chapitre 3. Est-ce qu'il s'est fait aider ou pas, ça on ne sait pas. Mais en tout cas, vous lui devez une fière chandelle. Alors, comment ça va se passer? Le but de ces synthèses, c'est premièrement que le jour de l'examen, vous aurez droit à trois choses. Premièrement, à une copie d'examen, c'est mieux pour pouvoir faire l'examen. Deuxièmement, les tables thermodynamiques, évidemment, vous ne devez pas connaître ça par cœur, on les imprimera pour vous, nos stress. Et enfin, des synthèses. L'idée de ces synthèses, c'est que vous devez en être à l'origine. Pourquoi? Ça a un très grand intérêt, et c'est le but de cette vidéo aussi, c'est de réaliser, tiens, est-ce qu'on a bien la même vision, vous et nous? Nous, on se dit très clairement, ok, ça c'est important pour l'examen, ça c'est important pour vos vies professionnelles, mais on va pas vous embêter avec ça maintenant, ça c'est accessoire. Est-ce que vous avez la même vision que nous? C'était le but de ces synthèses. Euh, voilà, il y a beaucoup de matière. Vraiment, qu'est-ce qu'on va vous demander précisément à l'examen? Alors ça, on a déjà une partie de réponse, hein. On a dit que ce serait les exercices orange, l'exercice de niveau 2 de chaque chapitre. Et plus précisément, on vous a aussi dit, Monsieur Vanouk et moi-même, c'est une information officielle, qu'il n'y aurait pas le jour de l'examen d'exercices tirés du chapitre 0, 1 et 2, sachant que on est encore au balbutiement et souvent en fait ces exercices deviennent des parties d'exercices des chapitres 3, 4, 5 et 6. Vous recevrez une annonce officielle avec toutes les informations pour l'examen. Là, attaquons-nous à la synthèse. Alors, à gauche, vous avez ce qu'on a retenu, Monsieur Vanouk et moi-même. À droite, vous avez ce que vous avez remis. D'accord? Donc à gauche, c'est ce à quoi vous allez avoir droit. Et à droite, c'est ce que vous nous avez remis. Alors, vous en avez remis plusieurs. J'ai chaque fois choisi quelque chose de représentatif. Mais vous ne sentez pas euh, floué si vous n'apparaissez pas à droite. Donc à droite, j'ai pris celle de Camélia Nias qui était pour le chapitre 0, qui est une très bonne synthèse, hein, qui reprend bien tout ce que reprend ce chapitre 0. Chapitre dans lequel il n'y avait pas vraiment de formule et qui insistait sur le fait que tout ce qui nous entoure convertit l'énergie. Ça nous amène à l'étude de la thermodynamique. C'est un très bon résumé de ce chapitre qui est assez long, qui part dans tous les sens. Et comme vous vous en rendez compte, ça introduit le sujet, mais c'est pas quelque chose qui va vous aider d'avoir une synthèse là-dessus pour le jour de l'examen. C'est pour cette raison-là que là, on n'a rien repris de cette synthèse-là. Merci quand même pour son boulot, c'est franchement un très bon résumé et il est très succinct, mais c'est exactement ça. Passons maintenant aux synthèses pour les chapitres 1, 2 et 3. Alors voilà, on a pris celle de Elias Malendas, et pour que ce soit un peu plus cohérent, qu'on ait toujours la même chose à comparer, on a chaque fois repris la sienne, sachant que c'était aussi souvent la plus complète, mais on a repris ici les noms des gens qui ont contribué, ou en tout cas dont on a vu une contribution sur les forums ou dans les synthèses déposées, et il y avait des éléments qui manquaient de l'une à l'autre. C'est parti. Alors vous voyez ici que vous avez un résumé. On avait envie de bien faire la différence entre ce qu'on va vous imprimer pour le jour de l'examen, qui se veut le plus compact et le plus efficace possible. En effet, on va devoir imprimer ça pour tous les étudiants. On n'a pas envie non plus d'imprimer des milliers et de milliers de pages. Et en plus, ça fait quelque chose de pas très pratique à employer. Et donc, toute la partie concept qu'il y avait ici à droite, on l'a enlevé de la synthèse à gauche. Alors, est-ce que c'est du travail inutile? Non. On va bien faire la différence. La synthèse qu'on va imprimer, c'est quelque chose qu'on veut vraiment efficace pour le jour de l'examen. J'ai besoin d'une info, je vais la chercher. À droite, vous avez fait des synthèses un peu plus globales qui, on l'espère, va vous aider pour votre étude. Et donc avoir une table des matières qui permet de nous dire, ok, dans tel chapitre, on a vu ça, dans tel ordre, quels sont les liens entre les chapitres, c'est très utile, c'est un bon exercice, mais on l'a pas repris dans la synthèse. Dans la synthèse, on s'est plutôt dit, on va quasi faire un formulaire pour les étudiants. Alors, c'est là qu'on commence à voir des choses intéressantes. Par exemple, vous avez écrit la conversion de degrés Celsius en Fahrenheit, ou inversement, en fonction de comment vous employez cette formule. Nous, on n'a pas repris cette formule-là. On a repris juste, alors on l'a remis un peu plus bas, la conversion de degrés Celsius en Kelvin. C'est un premier feedback qu'on peut faire avec vous. C'est important de savoir que les Fahrenheit existent, c'est important de savoir les convertir. Vous pourriez être amené à travailler avec un fournisseur qui travaille en Fahrenheit. Dans notre cas, degrés Celsius et Kelvin, le jour de l'examen, on ne va pas en avoir besoin. Et donc là, c'est un bon premier exemple. Pour votre vie professionnelle, savoir que les Fahrenheit existent est important. Savoir que une différence d'un degré Celsius et d'un degré Fahrenheit, c'est pas la même chose, puisqu'il y a ici un facteur 9 cinquième. Et être capable de faire la conversion est utile. Maintenant, pour le jour de l'examen, vu les exercices qu'on va vous donner du chapitre 3, 4, 5, 6, ce sera en degrés Celsius ou en Kelvin.
Ok. Ensuite, vous définissez la pression. Là, on se dit pression, c'est une force sur une surface. Normalement, tout le monde connaît ça. On l'a remis ici en fait en termes d'unité. En soi, des pascals, c'est une force sur une surface. Et puis ici, on avait l'idée de la dépression. Ces deux formules sont plus ou moins la même chose. Nous, on travaille surtout avec la pression effective, qui est la pression absolue moins la pression atmosphérique. Et comme on est sympa, on rappelle que la pression atmosphérique, c'est 100 à 1325 pascal, ce qui revenait dans la synthèse ici en fait. Donc on a repris les éléments qui étaient chez vous, on les a juste redonnés dans une façon qui nous semblait un peu plus logique. Maintenant, c'est défendable, hein, en essayant à chaque fois de reprendre une seule formule pour tout, plutôt que de mettre plusieurs explications de la même chose. Un bon exemple pour ceci, c'est la définition ici du volume, qui est la masse sur la masse volumique. En soi, on s'est dit que c'est bizarre comme définition du volume, on a plutôt défini la masse volumique, qui est l'inverse du volume massique, qui est la masse sur le volume, et les unités là. Alors vous voyez qu'on n'a pas tout redéfini, il y a aussi une partie qui doit venir de votre étude, savoir que le petit v c'est le volume massique, maintenant bon, masse volumique, l'inverse c'est le volume massique, ça a du sens. Vous vous rappelez ce qu'est la densité, c'est le rho d'une certaine substance sur le rho de l'eau, et là on précise que le rho de l'eau c'est 1000 kg par mètre cube. Alors attention ici, la masse volumique de l'eau c'est 1000 kg dans un mètre cube. Un mètre cube d'eau c'est une tonne, 1000 kg. La densité de l'eau, comme par définition la densité d'une substance, c'est le rho d'une substance sur le rho de l'eau, ça va être 1000 sur 1000, ça va faire 1. Donc ici, ces deux valeurs sont inversées. Donc là, attention, il y a une faute dans cette synthèse-là. Soyez attentifs à ça. On aurait compté sur les autres normalement pour regarder, mais les autres dormaient. Alors, qu'est-ce qu'on a appris donc tant qu'on est dans les définitions un peu masse volumique, etc., on s'est dit, tiens, on va redéfinir ce que c'est le petit point. Le point, c'est toujours par rapport au temps. Et donc, le débit volumique, le débit massique, c'est ce qui est repris un peu plus loin là. Sachant qu'il y a certaines petites choses qui sont vraiment des cas particuliers. Par exemple, le cas d'un thermomètre et ce genre de choses. Ceci, c'est une formule que vous pouvez retrouver à partir de formules plus basiques. Pareil pour la résolution d'un thermomètre et ainsi de suite. Et donc, tous ces cas particuliers, tous ces exemples, on ne va pas les reprendre là. Le but d'une synthèse, c'est d'avoir des outils de base qui nous permettent d'avancer pour résoudre des exercices plus longs, plus complexes. Euh, Sinon, on va avoir chaque fois une formule par exercice en fait. Alors à moins qu'on tombe tout le temps sur le même cas, imaginons que vous soyez fabricant de thermomètre, alors oui, vous allez peut-être avoir votre formule pour vite travailler avec un thermomètre plutôt que refaire tout le temps le raisonnement. Mais là, vous êtes encore en première année, on se prépare pour aller dans tous les domaines possibles, on va plutôt retenir des concepts fondamentaux. Alors vous remarquerez que ce qui est absent de cette synthèse-ci, de manière étonnante entre guillemets, c'est la partie sur la dilatation. Alors savoir que la dilatation existe, c'est important. Savoir comment on calcule une dilatation, c'est important. Mais tous ces éléments-là sont importants pour comprendre la suite du cours et pour comprendre aussi ce qui pourrait arriver dans votre vie professionnelle. Par contre, dans les exercices qu'on va regarder qui nous intéressent vraiment, les machines thermiques, si on analyse un moteur, si on analyse un frigo, on ne va pas faire des calculs de dilatation. Ceci va être laissé pour des cours qui en auraient besoin, en résistance de matériaux par exemple, ou alors si jamais vous devez installer une installation, calculer le vase d'expansion, etc. Mais pour le cours où on est, on vous donne un ensemble de bases, pour espérer que vous espérer que vous les voyez une première fois. Mais après, on se spécialise de plus en plus dans ce qui nous intéresse, et ce qui nous intéresse ici, c'est de comprendre que si je chauffe une substance, elle va se dilater. En se dilatant, imaginons un exemple que je prenais souvent en classe, hein, si je mets un bateau sur de l'eau et que je chauffe cette eau, le bateau va monter puisque l'eau va se dilater, elle va gagner en volume et donc ça va faire un travail de frontière qui est l'intégrale de PDV, on y viendra après. Et donc c'était pour ça qu'on avait besoin de parler de la dilatation, pour comprendre que si je chauffe un élément, il se dilate, ça fait un travail de frontière et on arrive donc aux travaux et même plus tard à la définition de l'enthalpie, qui est la variation d'énergie interne, on chauffe, plus cette variation de pression et ou de volume. Du coup, c'est là un premier feedback qu'on va vous faire. C'est quelque chose d'important à comprendre pour votre vie professionnelle, pour vos cours futurs. Est-ce qu'on va vous interroger spécifiquement là-dessus et sur ces formules à l'examen? La réponse est non. Du coup, on ne l'a pas mis dans la synthèse. Et c'est pour ça qu'on avait envie d'avoir cette discussion-là. On voit plein de choses. Mais pour l'examen, vous êtes étudiant, vous avez envie de réussir cet examen spécifiquement. Ok, vous avez appris plein de choses pendant l'année. Maintenant, recentrons-nous un petit peu. C'est ça, ça et ça, l'indispensable pour réussir ce cours. Et les formules de dilatation ne sont pas indispensables pour réussir ce cours. Ok, la pression d'une colonne de fluide, ça par contre, c'est indispensable. On l'a renoté ici.
Et donc voilà. Alors ici, on avait de nouveau un cas un peu particulier, la masse volumique avec l'enthalpie, etc. Ça, c'est un cas particulier dans un exercice. On l'a enlevé. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? La poussée d'Archimède aussi est intéressant de savoir, hein, pourquoi les bateaux flottent, les icebergs, etc. Pourquoi c'est compliqué d'enfoncer quelque chose dans l'eau. Très important, mais est-ce qu'on va mettre des moteurs thermiques qui flottent ou quoi? A priori non. Et donc, on ne l'a pas remis ici. Par contre, qu'est-ce que vous retrouverez d'autre? Ben, vous verrez que quand on a, par exemple, un fluide qui se balade dans une conduite, si tout d'un coup la section de cette conduite augmente, on va avoir un effet sur la vitesse. C'est ce qu'on a représenté ici comme conservation de la masse dans un écoulement, où on a donc mon débit massique, hein, donc conservation plutôt du débit massique en fait dans un écoulement, qui est ρ fois V point, et donc ce débit volumique, c'est la vitesse moyenne fois l'air qui est balayé par cet écoulement. Formule très importante, on a vu pour les tuyères, ça avait beaucoup d'impact, donc on l'a reprise ici, sachant que, comme on vous a annoncé, on s'est rendu compte avec Monsieur Vanouk que ça avait beaucoup plus de sens d'employer X points pour la vitesse, donc on a pris les nouvelles notations du syllabus qui seront corrigées, on ne sait pas encore quand, mais incessamment sous peu, on vous préviendra quand tout le syllabus a été relu. Là, Monsieur Vanouk a terminé l'écriture de toute la partie, maintenant il va appliquer toutes les petites corrections qu'on a vues de ci, de là. Et celle qui va être la plus embêtante pour vous, je dirais, c'est que ce E point est devenu X point. Ok, alors, vous parlez du nombre de Reynolds. Alors, savoir qu'il y a des fluides qui sont visqueux, savoir que tout n'est pas toujours parfait, parfaitement laminaire, que tout va bien, etc. C'est important. Vous allez travailler avec des circuits dans lesquels il va y avoir de la viscosité, dans lesquels il va y avoir des pertes de charge, mais tout ça, c'est pour la suite. Pour la deuxième, la troisième, le monde professionnel. Pour l'instant, on a étudié, comme vous avez pu le voir, que des cas où on se dit, soit on vous donne la perte de charge directement, mais en tout cas on va pas s'intéresser est-ce que mon fluide est visqueux ou pas ou quoi. C'est important pour la compréhension de ce qu'on regarde, c'est important de savoir quelles sont les limites de nos raisonnements, mais est-ce qu'on va vous demander de calculer un nombre de Reynolds? Est-ce qu'on va vous demander d'en faire quelque chose dans ce cours-ci? Et pour l'examen, la réponse est non. Dès lors, on a enlevé cette formule de notre formulaire. Ok, par contre, ça vous l'avez remarqué, la loi des gaz parfaits, essentielle, on l'a rajouté là. Par contre, il faut se rappeler qu'on n'emploie pas la loi des gaz parfaits aveuglément. Si j'ai de la vapeur d'eau, est-ce que c'est un gaz parfait? Il va falloir comparer la pression et la température à la pression critique et la température de critique de ce gaz. Et déjà, bon, la première chose, c'est de vérifier que c'est un gaz, évidemment. Et donc, on vous rappelle que le jour de l'examen, vous devez nous justifier ça. On est sympa, on vous l'a remis ici. Maintenant, on n'est qu'à moitié sympa, on n'a pas expliqué ce que c'était PCR et TCR. À vous de savoir ce que c'est la température critique et à vous de savoir qu'elle est trouvable dans la première table du syllabus, de la première annexe. Ok, alors là, on a que dans un vérin, bah, si on ajoute du fluide, ça bouge, etc. C'est un cas particulier encore une fois, c'est du raisonnement, on l'a enlevé. Le titre, par contre, est très important. Alors pour rappel, comme on a appelé maintenant x la position et x point la vitesse, pour le titre, on va faire un qui. Donc c'est une sorte de x grec, si vous voulez, un peu allongé, pour bien faire la nuance entre ce x là et ce qui là. Le titre, rappelez-vous, quand on est dans un mélange liquide-gaz à saturation, on va regarder un peu quelle est la quantité de gaz par rapport à la masse totale. Et donc la masse de vapeur saturée, petit g c'est toujours vapeur saturée, pardon, la masse de vapeur saturée sur la masse totale, donc la masse de vapeur saturée plus la masse de liquide saturé. Vous aviez appelé ça mtot, on s'est dit qu'on allait rappeler un peu ce qu'est mtot. Voilà. À quoi ça sert ce titre? À plein de choses. Mais l'emploi que vous avez le plus couramment, c'est essayer de se dire, tiens, quelle est l'enthalpie moyenne dans ce mélange, hein, parce que j'ai une partie en vapeur, j'ai une partie en liquide. Et donc, souvent, on part de, c'est l'enthalpie, si j'avais un liquide saturé, plus la proportion, c'est ça, hein, c'est la proportion du mélange, qui a déjà fait le passage de liquide vers gazeux, HFG, que vous pouvez trouver dans les tables. C'est exactement équivalent à ceci, on trouve juste qu'elle est un peu plus pratique à employer que dans les tables. La formule me semble aussi un peu plus simple, enfin nous semble, hein. On a discuté de tout ceci avec Monsieur Vanouk. Là vous m'entendez parler, mais c'est lui qui a retapé tout ça et on a fait une longue discussion sur ce sujet. Euh, voilà. Alors ici on a repris le cas de l'enthalpie, c'est celui qu'on emploie le plus, mais de fait hein, c'est applicable pour toutes les variables. Si vous avez envie de trouver le volume massique moyen, l'énergie interne moyenne, bah, c'est tout le temps la même formule. On a choisi de mettre avec l'enthalpie. On aurait pu aussi faire ça avec une variable qu'on invente, A, et si on trouve le A moyen avec un titre. C'est toujours ceci. Ici, vous avez redonné la lecture des tables. Alors ça, on considère que vous devez savoir le faire. Par contre, ce qu'on avait noté d'intéressant, c'est que
vous avez noté comment faire une interpolation. Comme ceci, un autre étudiant l'avait écrit comme ceci, on a repris ça, donc c'est là que je dis, on ne s'est pas basé que sur cette seule synthèse, on aimait bien cette version-là qui était un peu un Y, un X, et voilà. On a essayé de séparer un peu en deux parties, vraiment les formules, on va dire, thermodynamiques directement le cours, et puis des divers. Dans les divers, on a mis cette conversion d'unités, et on va mettre aussi toutes les unités intéressantes, comme c'est quoi un bar, c'est quoi une atmosphère, c'est quoi un psi, etc. En Pascal chaque fois. Comme on est vraiment trop bon, les volumes et les surfaces d'éléments élémentaires, de volume et de surface élémentaire, et donc cette interpolation. Donc, comme ça, vous avez quelques outils qui sont disponibles ici aussi. Hop, qu'est-ce qu'on a changé par rapport à ceci? Ben voilà, là, c'est très intéressant d'avoir un peu toutes ces définitions-là. Maintenant, pour l'examen, on se dit, ce que vous avez vraiment envie d'avoir à côté de vous, c'est quelque chose d'un peu plus compact. Maintenant, cette synthèse-là est sans doute plus efficace pour l'étude, ça permet de se rappeler certaines choses, parce que ceci n'est évidemment pas exhaustif, c'est pas pour rien que vous avez autant de pages dans le syllabus. Et donc je vous encourage à continuer à lire ça, peut-être à garder les deux synthèses, mais sachez que le jour de l'examen, c'est ceci qui sera imprimé. Alors si vous souhaitez encore ajouter des modifications, vous pouvez toujours nous contacter, mais a priori, là on considère qu'il y a tout. Donc voilà, vous nous aviez donné ceci, on l'a retapé un peu comme ceci pour que ce soit plus compact, plus net. Si vous avez un parallélépipède rectangle, c'est le produit des trois côtés. Une sphère, c'est 4 tiers de pierre cube. Un cylindre, c'est base fois hauteur, mais c'est une base d'un cercle, donc pierre carré fois z. Et les surfaces, surface d'un cercle, pierre carré, on vient d'en parler. D'un rectangle, d'un côté fois côté. Et alors de l'enveloppe d'un cylindre, donc c'est vraiment si vous voulez, la surface d'une conduite. C'est le périmètre de pierre fois la hauteur. Alors attention, là c'est vraiment juste les côtés, sans compter les bouchons, si vous voulez. Et voilà pour cette première phase. Tout ce qui est ceci est intéressant, les exemples. Alors ça, il ne faut pas rêver, on ne va pas vous mettre des exemples résolus dans la synthèse. Bien essayé. Voilà. La définition de laminaire turbulent, vous devez savoir que ça existe. Alors turbulent, hein, pas turbulent. Encore une fois, peut-être que ça va arriver dans une question de dépassement pour voir un peu si vous avez compris, tiens, quelles sont les conditions, etc. Mais ça nous semble vraiment peu probable. Et donc, sachez que ça existe. Sachez que la vie n'est pas toujours aussi belle que ce qu'on vous montre dans le cours d'énergétique. Mais pour l'examen, on n'en a pas besoin. Et là, on retrouve la condition que vous aviez ajoutée pour les gaz parfaits, sachant qu'ici, c'est bien la pression qui est plus petite que la pression critique sur 5 et la température qui est plus grande que 2 fois la température critique. Vous aviez rajouté plein d'exemples, ce qu'était la température de pression de saturation. Alors là, on insiste, ça vous devez le savoir, ça n'a pas sa place dans la synthèse. Mais vous en aviez un peu parlé, là vous redéfinissiez c'était quoi les liquides saturés, vapeur saturée, et donc comme vous l'aviez mis, à la base on pensait pas le mettre, mais on s'est dit allez, on va être sympa, et on a décidé de reprendre juste ce graphique-ci, qui reprend deux exemples, diagramme chaque fois en fonction du volume ou du volume massique, et de la pression et de la température, où on dessine la courbe de saturation et les différentes régions, région de mélange liquide-vapeur, liquide comprimé, vapeur surchauffée, en disant voilà que ceci en fait est un résumé de tout ce qui a été écrit là, sachant que si vous avez besoin de ce texte-là le jour de l'examen, c'est sans doute un peu mal barré. Mais si jamais vous avez un stress, si vous voulez la représenter comme vous nous l'aviez mis, on va jouer le jeu, on est aussi sensible à ce que vous avez ajouté. Et donc c'est là. Alors j'insiste, ça peut donner l'impression que ah mais vous donnez vraiment beaucoup de choses, ça va être facile. Méfiez-vous, moi je trouve toujours que les examens à livre ouvert, et ici à synthèse ouverte on va dire, c'est un peu ça devrait vous rassurer, mais si vous en avez besoin le jour de l'examen, à part pour des... Ouais, bon, vous connaissez peut-être pas qu'un psy c'est 6894, ça ok. Mais si vous en avez besoin pour savoir, ah oui, quelle région c'était quoi, c'est sans doute que vous allez prendre beaucoup trop de temps pour répondre aux questions parce que vous allez devoir chaque fois analyser, comprendre la synthèse. Et donc voyez ça comme quelque chose pour vous rassurer, pour s'assurer que vous n'allez pas devoir retenir par cœur des valeurs comme ceci, que vous pouvez juste les lire. Mais après, vous devez savoir normalement faire tout ça sans cette synthèse. Maintenant, quand vous étudiez, je vous invite à l'imprimer chez vous. Comme ça, vous pouvez voir ce que ça donne, vous entraîner avec exactement ce que vous aurez pour le jour de l'examen, plus les tables. Ceci était pour la synthèse du chapitre 1. Allons à la synthèse du chapitre 2. Vous voyez ici, chaque fois on a remis là, synthèse 2. Donc nous, on a chaque fois regardé formules et divers. Regardons un peu pour la synthèse du chapitre 2. Pour que vous ayez plus ou moins le même canevas chaque fois à droite, j'ai gardé le même étudiant.
mais je rappelle qu'il y en a d'autres qui ont participé. Donc voilà, de nouveau un bon résumé. Qu'est-ce qu'on a vu dans le chapitre 2? On s'intéresse au système, au niveau énergétique du système, au transfert d'énergie avec conditions, convection, rayonnement, mais aussi donc, ça c'était pour la chaleur, pardon, mais aussi pour le travail, et quelques principes de base de thermodynamique ainsi que des ordres de grandeur. Alors ici, il y a plein de choses, hein. C'est quoi l'énergie cinétique, potentielle, interne, et ainsi de suite. Nous, on a résumé ça en disant directement ceci. L'énergie totale d'un système, c'est l'énergie cinétique, plus potentielle, plus interne. Et comme vous l'avez mis ici, l'énergie interne, on peut avoir l'énergie sensible qui est liée à la température, latente qui est liée au changement de phase, chimique quand on a par exemple une combustion, et nucléaire quand on vient faire de la fusion, de la fission. Tout ceci est donc résumé là. Alors qu'est-ce qu'on voyait en plus chez vous? On voyait que les variables majuscules étaient liées aux variables minuscules, on l'a remis ici. Donc ça c'est important, hein, dès qu'on a une variable minuscule, notre convention que c'est une variable spécifique ou massique, c'est-à-dire que ici le grand U c'est des joules et le petit u c'est des joules par kilogramme. Pareil pour l'enthalpie, pareil pour un peu tout. Vous aviez donné ici, alors l'énergie consommée par un compteur c'est trop spécifique, par contre ce qu'on a gardé pour vous c'est que si on brûle quelque chose, l'énergie libérée par cette combustion c'est de la masse fois le pouvoir calorifique. C'est quoi la différence entre PCI et PCS? Ça vous devez savoir, sachant que pour les exercices qui nous intéressent, on va un peu moins travailler avec ça, mais connaître ces différences est très important. Ça permet aussi de comprendre, par exemple, pourquoi certaines chaudières peuvent avoir un rendement au-dessus de 100%, ce qui est aberrant quand on pense à la définition de rendement. Mais si on se dit, ah, mais si on compare au PCI et qu'on a un PCS, c'est pas si aberrant que ça. Cette partie-là est donc résumée en ces deux lignes-ci, ici, et on a un peu le lien entre les variables majuscules et minuscules. Ensuite, on parlait un peu des travaux. Donc, on a de fait, quand on déplace un solide, c'est l'intégrale du produit scalaire entre la force et le déplacement. Là, on a employé donc la nouvelle convention X et pas E. On a enlevé l'intégrale, bon, vous avez vu ça en mécanique. Ce qu'on a beaucoup plus vu, c'est que du coup, si on translate ça quand on déplace un fluide, c'est l'intégrale de la pression fois la variation du volume. Très souvent, on était à pression constante et ça devenait PDV tout simplement. Et on a vu aussi que le travail pour déplacer une charge, hein, ce que vous connaissez, c'est la puissance, c'est U fois I. Le travail, on multiplie par le temps. Et puis on a vu plusieurs types de transferts. Ici, on les a vus en puissance thermique. Donc il y a plus fois le temps que vous retrouviez ici, parce que très souvent on travaille en puissance, et donc là on est en watts. Petite différence par rapport à vos formules. C'est juste qu'historiquement, dans le syllabus, à ce stade-là, on n'avait pas encore vu la puissance. Donc on s'était dit, on va travailler en énergie. Là, on l'a mis en puissance thermique. La conduction, la convection, le rayonnement. Alors, je vous rappelle que l'utilité pour ces calculs-là, c'est aussi que vous compreniez qu'est-ce qui peut impacter. N'employez pas ça comme simplement des formules, même si jamais on vous le demande, vous devez savoir les employer évidemment. Mais que si on vous demande un peu, tiens, l'échange de chaleur, là c'est plutôt la conduction, la convection, etc., vous devez savoir justifier ça et quels sont les éléments qui jouent. Qu'est-ce qui se cache dans le lambda, qu'est-ce qui se cache dans le A? A par exemple c'est la surface, donc plus on a une grande surface, plus on va avoir d'échanges thermiques, et ainsi de suite. On pouvait donc transférer de l'énergie par travail, on pouvait transférer de l'énergie par échange de chaleur, mais aussi, si j'ai de la matière qui rentre ou qui sort, j'ai un transfert d'énergie par écoulement. Donc l'énergie d'un écoulement, c'est la masse fois l'énergie massique de cet écoulement. Énergie massique de cet écoulement qui est son énergie cinétique, comme ici, son énergie potentielle, comme ici, et son enthalpie. Enthalpie qui est l'énergie interne, comme ici. Mais ici, comme on a un écoulement, il faut entretenir cet écoulement, il fait un déplacement de frontière. C'est la pression fois le volume. Alors ici, c'est petit h, donc c'est le volume massique. Donc on en profite pour redéfinir ce qu'est l'enthalpie ici, comme vous l'aviez fait un peu plus bas ici. On l'a juste défini directement, massique dans notre cas, pour essayer d'avoir une synthèse un peu plus compacte. Mais on retrouve bien tous les éléments, donc là vous avez bien compris tout ce qui nous intéressait. Sauf par exemple, voilà, le volume d'un vérin, ça c'est littéralement pas un volume déjà, c'est pi r carré, donc c'est la surface d'un cercle. Donc ceci, attention, ce n'est point correct. Voilà, alors je regarde encore un tout petit peu. Ici, on voyait aussi l'énergie nécessaire pour faire évaporer quelque chose. Rappelez-vous, ça c'est quand on passe de l'enthalpie en liquide saturé à en vapeur saturée, et donc cette différence s'appelle HFG. C'est un cas particulier d'analyse de système en fait, que vous ferez beaucoup dans le chapitre 3. C'est bien de le savoir, mais on considère que c'est un cas particulier, on ne l'a pas remis. Par contre, quelque chose de très utile, si j'ai une variation d'énergie
sensible. Et ça, c'est vraiment très important. Sensible, ça veut dire donc qu'il y a seulement une variation de température, absolument pas de changement de phase ou encore pire de combustion ou d'autre chose. Alors dans ce cas-là, on peut dire que la variation d'énergie sensible massique, c'est CV delta T. La variation d'enthalpie massique, c'est CP delta T. Et pourquoi le M? Parce que l'enthalpie totale, c'est masse fois l'enthalpie spécifique. Et donc on arrive à ces formules-ci. Voilà, donc attention à ce genre de formule. Vous l'aviez pas mis à ce erreur de ma part. C'est donc évidemment variable, valable seulement si j'ai une variation de température sans changement de phase ou d'autres types d'énergie. Donc seulement le US ici ou le HS si vous voulez. Voilà pour cette partie-ci. Alors la définition de la puissance, bah, on en a déjà un peu parlé au chapitre précédent. Ici avec le débit volumique, etc. On l'a pas mis, mais de fait, une énergie, si on la divise par le temps, une énergie par unité de temps, c'est la puissance. Alors, ceci normalement, c'est des formules que vous devriez connaître. Alors peut-être pas celle-ci exactement, mais typiquement PDV, l'énergie d'un écoulement, tout ça, vous avez vu qu'on l'employait tout le temps. Par contre, il y a des éléments qu'on emploie assez souvent dans les exercices, mais qu'on ne vous demande pas de connaître par cœur, c'est les unités d'énergie. Et donc 1 kWh, c'est 3600 kJ. C'est là vous allez la rencontrer tellement dans votre vie que c'est plutôt intéressant que vous la connaissiez par cœur, mais ok, on l'a donné, vous la donniez aussi. La calorie, c'est quelque chose qui est plus employé dans le domaine de la nutrition. On a décidé de ne pas le mettre, on ne va pas vous embêter avec ça. La tonne équivalent pétrole, par contre, vous avez vu qu'on aimait bien faire ces conversions d'énergie là pour avoir une idée de, tiens, quand on a vraiment des grands ordres de grandeur à l'échelle d'un pays ou quoi, une tonne équivalent pétrole, c'est 41 gigajoules. Ça, c'était pour les unités d'énergie qu'on vous demande de connaître en plus. Pour les unités de puissance, comme on travaille un peu dans les moteurs thermiques avec par exemple des voitures, on a le cheval à vapeur et le horsepower. Et là, attention, ça a été fait par des pays différents avec des légères unités différentes et donc on a une petite variation sur le nombre de watts. Honnêtement, moi dans la pratique, je retiens qu'un cheval à vapeur c'est environ 750 watts, mais quand on veut faire un calcul précis, il faut bien faire attention si on a l'un ou l'autre. Le BTU est aussi fort employé. Maintenant, dans le cadre de ce cours-ci, on ne va pas vous demander de le connaître, mais vous risquez de le rencontrer si vous travaillez en HVAC et que vous travaillez avec certains fournisseurs. Alors, vous avez repris un très chouette petit tableau sur les transferts d'énergie, etc. On l'a remis là. Alors, juste petite attention, système adiabatique, échange d'énergie avec l'extérieur, oui, c'est vrai, mais adiabatique, ça veut dire qu'on a un échange d'énergie sous forme de travail, éventuellement, mais pas de chaleur. En fait, adiabatique, c'est pas d'échange de chaleur. Donc voilà, attention à ce petit changement-là. Et donc en fait, transfert de matière, c'est un écoulement qu'on avait vu ici. Et transfert de travail, il est là. Transfert de chaleur, il est là. Alors parfois la chaleur, ça peut aussi venir d'une combustion, etc. Ça, vous connaissez un peu maintenant. Qu'est-ce qui manquait un peu ici? Alors qu'est-ce que veut dire les termes isotherme, isobar et ainsi de suite? Ça, on considère que ça doit être connu, mais c'est vous qui le... dans votre tête. Pareil pour PCI, PCS. Ces valeurs-là, soit on vous les donnera dans l'énoncé, ne vous inquiétez pas, donc c'est important de savoir jouer avec le PCI PCS, mais on vous le donnera dans l'énoncé. Pas besoin de cette table en plus. Pareil pour la conductivité thermique, etc. Mais de fait, c'est une bonne idée de l'avoir mis. C'est juste qu'on l'emploie si peu souvent qu'on va juste vous le donner dans un élément dans l'énoncé. Les principes de base, ça aussi c'est très bien pour réétudier, hein. Vous devez absolument connaître ces principes, mais on les a pas mis ici parce qu'on avait envie d'insister sur le fait que le cours n'est pas un cours de théorie. On va jamais vous demander quel est le deuxième principe de la thermodynamique. Par contre, vous devez vraiment les avoir vécus, savoir qu'il y a conservation de l'énergie, mais savoir que tiens, je peux pas faire comme je veux, transformer une chaleur en travail et ainsi de suite, même si ça conserve l'énergie. J'ai besoin de machines par exemple pour essayer de transformer de la chaleur en travail le plus efficacement possible. Et on va même voir que si je veux faire passer de la chaleur d'une source froide à une source chaude, il va falloir que je fasse un travail, c'est le principe du frigo. Et donc ces principes sont vraiment importants pour bien comprendre le cours. Maintenant, qui s'appelle premier principe, deuxième principe, etc. On ne va pas vous embêter avec ça le jour de l'examen. Par contre, les ordres de grandeur, c'est un point important pour pouvoir comparer. Vous allez trouver des réponses à la fin de vos exercices et on va vous demander de vous dire tiens, ça vous semble bon ou pas. Alors ça va pas marcher de dire oui, ça me semble bon parce que dans le cours on avait fait le même calcul et j'avais eu la même réponse. Il va falloir avoir quelques ordres de grandeur. Imaginons qu'on vous demande de trouver la puissance d'un TGV. Si vous tombez sur un TGV de 100 watts, ça c'est plutôt la puissance d'un être humain.
en tout cas qu'on dégage en chaleur continuellement. Le TGV, on va arriver à quelques mégawatts. Et donc on vous a retapé ici ces ordres de grandeur de manière un peu plus compacte, hein. Rappelez-vous qu'une synthèse, par définition du mot synthèse, ça doit synthétiser. Et donc là, c'était un peu un gros copier-coller de plein d'éléments, assez dur à aller relire ce qu'il y a dedans. Et donc on vous les a retapés ici. On a même fait quelques conversions pour vous aider à prendre conscience des unités qu'on peut parfois employer. Typiquement pour la consommation électrique d'un ménage belge, sachant qu'on paye au kilowattheure, souvent on l'emploie plutôt au kilowattheure. Par contre, pour la production électrique mondiale, on va être dans le térawattheure ou même parfois en tonnes équivalent pétrole. Ces éléments sont donc cruciaux pour mener vos réflexions. Et attention, on manquait un peu de place, il y a un élément qui vient ici en plus. Alors c'est pas exhaustif, hein, on en a mis quelques-uns. À vous de faire les liens. Typiquement, vous voyez que là, on n'a pas mis les éoliennes. Elles se trouvent où les éoliennes et ainsi de suite. À vous d'avoir un peu plus de culture que ce qui est exactement dans la synthèse. C'est juste une aide pour le jour de l'examen, un peu de stress ou quoi. Sachant aussi que dans votre vie professionnelle, vous aurez sans doute accès à Internet, etc. Mais vous devez savoir ce que vous cherchez et aussi avoir une culture de quelles sont les valeurs qui vous intéressent. Ceci conclut donc la table pour mon chapitre 2. Alors là, il y avait un petit rappel sur le fait que la chaleur massique évolue avec la température et donc il faut faire attention, il faudra soit interpoler, soit en fait si on a des grandes variations de température, peut-être que le plus simple est de carrément ne pas employer ceci mais d'aller voir dans les tables. Dans tous les cas, attention, CP et CV évoluent avec la température quand on a des grosses variations. Si vous avez une variation de 10 degrés, alors là on va complètement négliger ça. C'est parti pour le chapitre 3. Alors dans le chapitre 3, de fait, on a fait le bilan d'énergie. Bilan d'énergie qui est l'énergie qui rentre moins l'énergie qui sort d'un système, c'est-à-dire tous les transferts, chaleur, travail et écoulement, est égal à la variation d'énergie du système, cinétique, potentielle et interne. Donc bien faire la différence, ça c'est mon système. Par exemple, l'eau dans une conduite. Alors cette eau peut être continuellement renouvelée si on a un système ouvert, hein, c'est de la nouvelle eau qui sort, de la nouvelle eau qui sort. Mais imaginons que je prenne des photos toutes les secondes de l'état de l'eau qui est à ce moment-là dans la région que je considère. Si on est en régime permanent, par exemple, on voit que l'état de cette eau ne change pas. Si j'ai de l'eau qui est rentrée à 10 degrés et qui sort à 20 degrés après, si je regarde dans une heure, elle rentre toujours à 10 degrés, elle sort toujours à 20 degrés. Ce qui est ce qu'on veut a priori, on est dans un cas régime permanent, régime stabilisé. Et donc très souvent ce terme vaut 0, mais pas toujours. Pour avoir un régime transitoire, par exemple, je suis en train de remplir ma baignoire, alors là, à ce moment-là, je vais avoir des variations. Alors, ce que vous n'aviez pas repris ici, c'est le bilan de masse. Alors, on l'a repris. Ah non, pardon, il est là. J'ai rien dit. Il est là, j'ai une mauvaise mémoire. Vous avez fait le bilan de débit massique, mais c'est la même chose. Nous, on a pris le bilan de masse et le bilan massique. Attention de nouveau, hein, c'est exactement la même formule qu'au-dessus, sauf qu'ici, on a mis en régime permanent, et donc tout ce qui rentre est égal à tout ce qui sort. Que ce soit bilan d'énergie, bilan massique, bilan de masse, bilan de débit massique. Et c'est un peu tout pour les formules du chapitre 3, en fait. Le chapitre 3, on avait défini tous ces éléments-là dans le chapitre 2, c'est pour ça qu'il y a pas mal de choses dans la synthèse du chapitre 2. Et là, on a juste une super formule qui permet de résoudre tous nos exercices d'analyse. Ce que vous avez remis ici, le travail de frontière, c'était déjà vu dans le chapitre avant. Et donc tous ces cas-là étaient déjà revus dans les chapitres précédents. Dès lors, on a des formules assez courtes. Après, ce que vous avez fait, c'est de se dire, ok, mais on a plein de cas qu'on va étudier. Alors, on avait vraiment envie d'insister avec M. Vanouk pour vous dire que, attention, en termes de formule, c'est pour ça qu'on a mis ça là, on a vraiment qu'une seule formule, entre guillemets. On a le bilan de puissance. Et allez, si on va aller le bilan de débit massique ou le bilan d'énergie, mais c'est vraiment tout le temps la même chose. Ce qui rentre moins ce qui sort est égal à la variation de masse ou d'énergie ou de puissance du système. Mais on va étudier pas mal de systèmes. Et comme vous l'avez vu déjà dans le chapitre 4, souvent on va mettre ces différents systèmes en même temps. Je vais avoir une pompe avec une chaudière, avec une turbine, et ainsi de suite. Du coup, on s'était dit ça vaut la peine de spécifier un peu ce qui se passe dans ce système en première approximation. Maintenant, étudiez pas ça par cœur, voyez plutôt ça comme quelque chose pour vous rassurer, mais on insiste, c'est tout le temps la même chose, et si vous comprenez vraiment bien ce qu'est un diffuseur, ce qu'est un échangeur de chaleur, tout ce qui vient ici devrait vous sembler évident. Donc on l'a remis de manière un peu plus courte et retapée plutôt que plein de captures d'écran. Si on a un système fermé, il n'y a rien qui rentre, rien qui sort par définition du système fermé, c'est ce que vous aviez retapé ici. Système fermé, pas de transfert de matière. Hop. Et si on a des frontières indéformables, je ne peux pas faire de travail de frontière, je ne peux pas avoir de variation de volume, et donc il n'y a souvent pas de travail qui est fourni. Si mes frontières sont déformables,
Alors cette fois-ci, ben, je suis de nouveau fermé, pas de masse qui rentre, pas de masse qui sort, mais je peux avoir un travail. Et donc là, on met chaque fois les conditions qui valent entre guillemets 0, parce qu'évidemment, alors je peux avoir des essences de chaleur et ainsi de suite en fonction du système. Si j'ai un système ouvert, ça va dépendre du type de système ouvert. Là, on va vous mettre ici les hypothèses qui sont la plupart du temps vérifiées dans ces systèmes. De toute façon, je pourrais avoir des choses un peu parfois différentes, quelque chose de très spécifique. Là, c'est pour l'analyse globale. Donc si j'ai une conduite, a priori, ma conduite, j'ai de l'eau qui circule dedans, mais je n'ai pas vraiment de variation d'énergie cinétique, pas vraiment de travail. Ça vaut 0. Et si j'ai une conduite en régime permanent, bah, tout ce qui rentre est égal à tout ce qui sort. Et d'ailleurs, vous allez voir que cette formule revient partout. Si on est en système ouvert, j'ai quelque chose qui rentre, quelque chose qui sort. Mais comme je suis en régime permanent, je ne peux pas avoir d'accumulation de masse. Tout ce qui rentre est égal à tout ce qui sort. Si j'ai une cuillère ou un diffuseur, on va voir que là, a priori, la chaleur qui va sortir est complètement négligeable. Alors, je dis a priori, en soi, la vitesse à laquelle on se déplace dans une tuyère est tellement grande par rapport à la taille du système, qui est relativement petite comparée à la vitesse, et comparé aux variations d'énergie en jeu, qu'on va supposer qu'on n'a pas le temps de se refroidir avec l'extérieur. Est-ce que ce sera toujours vrai? Imaginons qu'on vous donne un exercice où on vous dit votre tuyère elle perd quand même X joules, alors cette hypothèse n'est plus vérifiée évidemment. Là on prend les cas classiques, quand on considère une tuyère et un diffuseur, souvent on néglige ces parties-là parce qu'on peut les négliger. Dans l'échangeur de chaleur, ce qui s'échange principalement, c'est de la chaleur. Il n'y a pas de variation d'énergie cinétique et potentielle. Alors peut-être que mon échangeur de chaleur, il me fait descendre ou monter de 20, 30, 40 cm, mais comparé aux autres variations, cette variation est complètement négligeable. Si je mélange, là aussi, pas de variation cinétique, pas de variation d'énergie potentielle. Il y a aussi pas mal de chambres de mélange où on va considérer typiquement que la chaleur qu'on perd avec l'extérieur va être négligeable comparé au reste, mais ça va dépendre de la taille de votre chambre de mélange et ainsi de suite. Vous voyez que ceci est très discutable chaque fois, mais c'est les grandes étapes qu'on rencontre dans cette analyse. Tout ce qui est vanne, robinet, clapet, d'intérieur, tout ce qui fait vraiment une chute de pression drastique, là on va pas vraiment avoir une variation de vitesse ni d'énergie potentielle. Par contre, on va avoir une chute de pression tellement drastique qu'on va avoir des variations à l'intérieur de l'enthalpie. Mon enthalpie est conservée, mais rappelez-vous, l'enthalpie, c'est U plus PV. Et donc, je vais avoir une variation entre ces variables-ci qui vont se compenser. Mais l'enthalpie est conservée. Ça, c'est un point très important. On va toujours considérer comme analyse du système dans les vannes, robinets, clapets, détendeurs, soupapes, que l'enthalpie en entrée est égale à l'enthalpie en sortie et que donc il va y avoir des variations là-dedans, par exemple de pression. Pour les turbines et compresseurs, alors turbines et compresseurs, on va avoir une variation d'énergie cinétique et potentielle, mais surtout on va avoir une énorme variation d'enthalpie, et donc comparé à ces variations, la variation d'énergie cinétique et d'énergie potentielle est négligeable. Voilà, ceci est pour vous rassurer, comme j'insiste, le mieux c'est de bien comprendre la logique qu'il y a derrière, de bien regarder ce qu'on vous donne dans l'énoncé, parce que c'est ce qu'on néglige le plus souvent, mais si on vous dit tout d'un coup, ah ben là dans tel échangeur il y a telle perte ou quoi, vous la prenez évidemment en compte. Alors, vous aviez fait plein d'autres choses. Débit massique, mais on en avait déjà parlé. Calcul de l'erreur relative, ça c'est pas très important, même si vous devriez savoir comment on calcule une erreur relative. Ce qui était intéressant, c'est que vous avez rajouté Bernoulli. Bernoulli qui est en fait une autre version de la conservation de l'énergie le long d'une ligne de courant, où on retrouvait de nouveau ces termes cinétique, potentiel et interne. C'est très important, surtout pour ceux qui vont avoir la suite des cours en deuxième. On va très souvent travailler avec Bernoulli, ça va permettre vite de comprendre ce qui se passe dans une installation. Par contre, ici, pour l'analyse qu'on va faire, on est plutôt dans un cours orienté machine thermique, thermodynamique et un peu moins mécanique des fluides. C'est intéressant de comprendre ce qui se passe dans la mécanique des fluides. Ça nous permettait de comprendre, tiens, pourquoi dans une cuillère je vais accélérer. Tiens, c'est quoi l'effet Venturi. Ça permet de comprendre plein de choses. Mais pour l'examen, on ne va pas vous poser de questions directement liées à Bernoulli. Est-ce qu'on a vu ça pour rien? Non. Le cours prépare aussi aux années suivantes. Et on est vraiment convaincu que bien comprendre Bernoulli, ça vous permet de comprendre beaucoup de choses qui se passent dans les formules qu'on emploie, dans les systèmes qu'on étudie. Mais pour l'examen, on ne va pas vous donner un endroit où il faudra appliquer directement Bernoulli dans une équation. On l'a donc enlevé de la synthèse. Là, vous avez donné les exemples, c'est quoi diffuseur et tuyère. Là, on va vous demander de savoir quand même ce que c'est un diffuseur et une tuyère. Donc, très bonne synthèse pour l'étudier, se rappeler ce que c'est. Mais vous voyez, dans la synthèse, on n'a pas remis le petit symbole ici. Mais bien comprendre tout ce qu'il y a ici est important.
Ce schéma là représente vraiment bien ce qui se passe avec Bernoulli, hein, le fait que par exemple si ma section diminue, qu'est-ce que ça va apporter, si jamais ma hauteur change, avec aussi de nouveau ceci qui représente bien la charge avec ces trois termes de Bernoulli. Très important à comprendre, sera pratique quand on verra des systèmes vraiment réels et aussi des pertes de charge pour l'année prochaine. Ça va vous aider aussi à guider vos discussions, éventuellement que vous pourriez avoir pour les questions de réflexion, mais c'est pas à ce point-là crucial pour qu'on estime que ça doit être dans la synthèse. Par contre, être conscient qu'il y a des pertes de charge, qu'on va avoir plusieurs thèmes, qu'on va jouer avec cinétique potentielle et qu'on appelle aussi, bon, bref, vous le voyez là. Important à savoir, mais pour l'examen, on va pas vous embêter directement avec ça. Et donc de même pour ceci. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir ici? Vous aviez rajouté la caractéristique des machines opératrices. Alors on en a pas mal discuté avec Monsieur Vanouk parce que lui comme moi on trouve que c'est vraiment important, on avait envie d'insister là-dessus et puis on s'est rendu compte peut-être qu'on prenait un peu trop d'avance. Que c'est un élément qui est intéressant quand vous allez devoir faire un choix de pompe, de ventilateur, de machine opératrice. Mais que pour le cours ici où on allait analyser des systèmes globaux, c'était pas quelque chose que vous deviez absolument savoir maintenant là tout de suite. Donc intéressant de savoir que ça existe, mais on a décidé de ne pas vous le mettre dans la synthèse. Gardez ça plus comme quelque chose que vous avez appris, que le choix d'une pompe, c'est pas juste un paramètre qui rentre en compte, mais plusieurs, comme le débit, la charge qu'on est capable de relever, le rendement, et ainsi de suite. Pareil pour la cavitation et le NPSH dispo. Si vous avez bien regardé, dans l'exercice du chapitre 3, le seul endroit où on vous parle de NPSH dispo, c'est dans l'exercice de dépassement. Et donc pour nous, c'est du dépassement. C'est intéressant de comprendre que, voilà, on parlait là du choix d'une pompe. Ben, il faut encore bien s'assurer aussi que dans mon système, je ne vais pas créer la cavitation. Et bien comprendre les problèmes de la cavitation et le phénomène. Après, pour les calculs de NPSH dispo, là, on vous encourage pour ceux que ça intéresse à faire l'exercice de dépassement. Mais encore une fois, c'est du dépassement. On va plus loin que ce qu'on attend de vous pour le jour de l'examen. Et voilà pour ces trois synthèses. On espère que ça va vous aider à comprendre un peu ce qu'on attend de vous. Si je résume vraiment ce qu'on a repris dans la synthèse, alors je promets pas que le résumé soit exhaustif, hein, je fais cette vidéo sans script, un peu en live après avoir beaucoup discuté avec Monsieur Vanouk. Donc j'insiste, cette vidéo est vraiment faite par nous deux, hein. Vous devez vraiment être à l'aise avec toutes les variables thermodynamiques, que ce soit la pression, le volume massique et ainsi de suite. Avec nos notations, on insiste vraiment que vous employez nos notations, que vous n'écriviez pas la puissance P mais E point par exemple, ainsi de suite. Et sur le fait d'être capable de justifier. Employer la loi des gaz parfaits, c'est bien. Savoir qu'on peut l'employer et être sûr qu'on peut l'employer, c'est mieux. Et donc, vous devez être capable de faire quoi? Vous devez être capable de connaître, si on vous donne quelques informations, grâce aux tables, l'état d'une substance. C'est souvent l'étape 0 d'un élément. Est-ce que je suis un liquide là? Est-ce que je suis un mélange? Est-ce que je suis une vapeur? Et de trouver les variables thermodynamiques associées. Souvent, on vous donne une pression et une température, ce qui est très simple à réaliser dans un système, hein, c'est deux sondes littéralement. Mais pour nos calculs, on a besoin de l'enthalpie. Imaginez, vous êtes automaticien, vous devez écrire un programme, vous faites une mesure de pression et de température, vous voulez que votre programme calcule l'enthalpie. Comment est-ce que vous faites ça? Et quelles sont les conditions? Vous allez peut-être avoir une table, mais quand est-ce qu'on va dans quelle table et ainsi de suite. Deuxième partie, être capable de trouver les niveaux d'énergie d'un système. Son énergie cinétique, potentielle, interne. Trouver les différents travaux, la définition de l'enthalpie. Tout ça dans quel but? Dans le but de faire des analyses de systèmes avec des bilans énergétiques. C'est vraiment le but de ce cours-ci. On observe un système, on le délimite correctement, on regarde tout ce qui rentre, tout ce qui sort, on fait le bilan et ça nous permet de trouver une information manquante comme quel est l'état, quel est le travail produit, quel est le rendement et ainsi de suite. Ce que vous êtes déjà en train de voir dans le chapitre 4 maintenant. Chaque système a ses particularités. Vous devez être capable de comprendre un peu les différentes particularités des systèmes. Et là, il n'y a pas de secret. Comme j'en ai un peu parlé dans cette synthèse, ceci est là pour vous aider, mais c'est surtout de l'expérience et bien comprendre ce qu'il y a derrière. C'est pour ça que dans les slides, comme dans le syllabus, il y a plein d'exemples vraiment concrets pour que vous compreniez ce qu'il y a derrière et que vous ne voyez pas ça juste comme tuyère, échangeur de chaleur, c'est des cas théoriques, mais comme des éléments qui vous entourent continuellement. Un échangeur de chaleur, vous en avez sans doute un dans votre chaudière. Des conduites, ben, vous en avez évidemment partout. Un robinet aussi, et ainsi de suite. Et voilà, on espère que ceci clarifie un peu ce qu'on attend de vous pour l'examen, ce qui est vraiment essentiel. J'insiste aussi que ici la synthèse est centrée plus sur les formules et les ordres de grandeur,
mais qu'il y a quand même toute une partie réflexion, comprendre ce qui se passe, et donc vous voyez pas ça comme quelque chose d'exhaustif, mais plus un ensemble de formules pour vous rassurer, et une occasion qu'on a pris Monsieur Vanouk et moi-même pour discuter avec vous de ce qu'on attendait un peu pour vous le jour de l'examen et des connaissances. Pour rappel, l'examen sera composé de 3 questions d'exercices de niveau examen, donc l'exercice orange, de niveau 2 de chacun des chapitres, avec un focus sur les chapitres 3, 4, 5, 6, qui sont beaucoup plus intéressants en termes de concret, sur lesquels on pourra mener une réflexion beaucoup plus poussée. Plus d'informations par écrit qui reprendra tout ça, et on compte sur vous pour continuer comme ça, pour nous fournir des synthèses du chapitre 4, 5 et 6, ce qui nous permettra plutôt que juste vous balancer une belle synthèse comme ceci, d'aussi avoir une discussion avec vous en vous disant ceci, hyper important pour vos vies professionnelles, mais pour l'examen, pas crucial pour l'instant. Sur ce, on vous souhaite une très bonne étude, un très bon boulot. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser sur les forums ou en séance. Et on se revoit pour une vidéo du même style pour les chapitres suivants. À bientôt.